Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Poètes confinés. Après avoir voyagé dans l'univers de la poésie lyrique médiévale et avoir découvert la fine équipe de la Pléiade à la Renaissance, nous allons parler aujourd'hui des fables de La Fontaine. Jean de La Fontaine est un écrivain et poète français qui a vécu au XVIIe siècle. Il est né en 1621 et il est mort en 1691. Il a donc vécu la plus grande partie de sa vie sous le règne du roi Louis XIV, qui était surnommé le roi Soleil, et qui avait élu domicile, avec sa cour, au château de Versailles. Comme vous l'aurez compris en voyant ces images, à cette époque, tous les artistes, les peintres, les sculpteurs, les écrivains, ou encore les jardiniers par exemple, sont censés célébrer dans leurs œuvres la gloire et la grandeur du roi. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le roi Soleil. L'idée, c'était qu'il était comme une étoile autour de laquelle tout le monde gravitait. Par ailleurs, l'esthétique du XVIIe siècle, que l'on appelle aussi le grand siècle, ou encore le siècle classique, cette esthétique, elle est marquée par l'imitation de la beauté antique, dans la continuité de l'humanisme de la Renaissance. On imite surtout les chefs-d'œuvre de la Grèce à l'époque classique, entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on parle également pour le XVIIe siècle du siècle classique, en tout cas en France. On peut aussi dire le classicisme. Cet idéal de beauté est basé sur des règles très strictes de symétrie et de régularité, comme en témoigne par exemple l'art du jardin à la française, dont l'exemple le plus abouti est sans conteste les jardins de Versailles. Mais la célébration du roi n'est pas pour autant l'unique objectif des écrivains du XVIIe siècle. Influencés par la morale chrétienne, certains de ces écrivains et philosophes produisent aussi des œuvres dont le but est de faire réfléchir les lecteurs à la condition humaine et parfois de critiquer la société de leur temps, notamment la culture de la cour et le luxe qui s'y rattache, et aussi le caractère superficiel, voire souvent hypocrite, des courtisans. Tout cela, en effet, n'est pas très compatible avec la morale chrétienne. On appelle donc ces écrivains des moralistes, car, comme vous l'avez compris, leur but, c'est de nous délivrer en quelque sorte des leçons de morale. Mais il faut bien comprendre que ces moralistes, qui eux-mêmes parfois étaient proches de la cour, voire recevaient des pensions de la part du roi, eh bien ces moralistes, ils n'avaient pas la possibilité de critiquer trop ouvertement le système politique. Ils avaient donc recours, très souvent, à des ruses, soit en tenant des propos très généraux, soit en inventant des personnages ou des histoires dans lesquelles les courtisans, ou même parfois le roi lui-même, pouvaient certes se reconnaître et se sentir visés, mais sans qu'il leur soit possible de censurer l'auteur, qui officiellement n'avait rien dit de mal. Jean de La Fontaine fait justement partie de ces moralistes. Et pour contourner la censure royale, il invente des histoires dont les personnages sont, la plupart du temps, des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux qui parlent et agissent comme des êtres humains. Ces histoires qu'écrit La Fontaine sont très nombreuses. Il les écrit entre 1668 et 1694 et elles se trouvent réparties dans 12 livres. Elles se présentent sous la forme de petits poèmes, donc écrits en vers avec des rimes, et ces petits poèmes qui contiennent un récit et aussi une moralité, c'est ce que l'on appelle des fables. La moralité,
ou leçon de morale, elle est parfois explicite, c'est-à-dire que l'un des personnages, ou bien le poète lui-même, la délivre de manière claire et précise, ou parfois elle peut aussi être implicite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente explicitement dans le récit, mais que le lecteur doit la deviner. Fidèle à l'esthétique de son temps, La Fontaine, dans ses fables, il imite un auteur grec, Ésope, qui lui-même écrivait ce genre de fables en mettant en scène des animaux. Mais La Fontaine écrit des fables beaucoup plus développées que celles d'Ésope. Ses récits sont beaucoup plus travaillés. Et pour une simple raison qui est que son but n'est pas seulement de délivrer un message ou de contourner la censure. Il écrivait aussi, et sans doute avant tout, pour divertir ses lecteurs, afin que ceux-ci s'amusent tout en s'instruisant. Écoutons maintenant deux fables de La Fontaine, parmi les plus connues. La première de ces deux fables très connues s'intitule Le Corbeau et le Renard. Nous allons écouter la lecture qu'en fait Louis de Funès, qui est un acteur français du XXe siècle, très connu lui aussi, qui a joué dans beaucoup de films comiques. Quelques fables de Jean de La Fontaine. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà. Dans cette fable, vous avez compris donc l'histoire. Le corbeau se trouve perché dans un arbre et il a dans son bec un fromage. Et le renard, à force de le flatter, de lui dire qu'il chante très bien, qu'il est très beau, qu'il a de très belles plumes, eh bien tout simplement lui parvient à lui voler son fromage parce que le corbeau qui veut se mettre à chanter lâche sa proie, hein, comme le dit la fable, et donc son fromage. Et dans cette fable, ce qui est intéressant, c'est que la leçon de morale, elle nous est délivrée par le renard lui-même, qui dit au corbeau: « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Voilà, donc là on a vraiment la leçon qui est présente dans le poème, et qui signifie tout simplement qu'il ne faut pas trop écouter les flatteries que nous font les gens, car ils ne nous veulent pas forcément du bien. Place maintenant à une deuxième fable de La Fontaine, qui s'appelle La cigale et la fourmi. Cette fable de La Fontaine, comme d'autres, a été mise en musique, et nous allons l'écouter dans une version qui date de 1941, où elle est interprétée sur une musique de Django Reinhardt, qui est un musicien de jazz manouche français, et avec une interprétation au chant par Charles Trenet, qui est lui un chanteur français.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal. Intérêt est principal, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant, eh bien, dansez maintenant. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, allez, dansez maintenant. Cette fois-ci, la morale est implicite et nous devons la deviner. Mais ce n'est pas très compliqué si l'on a bien compris le poème. Il faut comprendre que si, comme la cigale, nous ne sommes pas prévoyants, parce que nous sommes paresseux ou étourdis, il ne faudra pas s'étonner de se retrouver sans rien et de ne trouver personne pour nous aider. Petite remarque au passage. Un célèbre graveur du XIXe siècle, Gustave Doré, a illustré toutes les fables de La Fontaine dans de très belles gravures. La plupart du temps, il a représenté des animaux, comme ici, pour le corbeau et le renard. Mais regardons ce qu'il a fait avec la cigale et la fourmi. Il a représenté non pas les deux insectes dont il est question dans la fable, mais des femmes. De cette façon, la leçon de morale est encore plus claire et la mise en garde plus précise pour les lecteurs et pour ceux qui voient les gravures de Gustave Doré. Pour finir cette vidéo, parlons de ce que sont devenues par la suite les fables de La Fontaine. Eh bien, pendant très longtemps, ces fables, elles ont été utilisées avant tout à l'école, dans un but pédagogique. On les faisait apprendre par cœur aux jeunes Français et aux jeunes Françaises, et l'un des exercices que j'ai moi-même encore pratiqué à l'école primaire lorsque j'étais enfant, c'était la récitation. On devait réciter une fable devant toute la classe, et gare à nous si on se trompait. Mais en fait, cela n'a rien d'étonnant, quand on sait que La Fontaine a écrit le premier livre de ses fables à destination du dauphin. Ah, attendez, le dauphin ? Et non, même si La Fontaine aimait beaucoup parler d'animaux, ici, le dauphin, ça ne désigne pas l'animal. Le dauphin, c'est aussi comme cela que l'on désignait le fils aîné du roi. Et voilà, on s'arrête donc sur cette bonne blague, et je vous dis à la semaine prochaine où nous chanterons la Révolution française. Portez-vous bien, gardez courage et restez chez vous.